Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI1 à la une de ce 20h. La Côte d'Ivoire accueille ses ressortissants venus de Tunisie. La première vague est arrivée ce samedi par un vol affrété par le gouvernement ivoirien. Ils seront accueillis à l'INJS, l'Institut national de la jeunesse et des sports de Makori. Au total, 151 personnes y sont attendues, dont plus de 45 femmes. Le ministre français de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire échange avec ses homologues en marge du Salon international de l'agriculture à Paris. Le ministre d'État, Kobena Kwasi Adjoumani, y a pris part. Ils ont évoqué la sécurité alimentaire. Le ministère des Transports et de la Police nationale sensibilise au respect du code de la route. Les automobilistes ont été instruits sur l'entrée en vigueur et le fonctionnement du permis à points. Ils ont été invités à veiller au bon état de leur véhicule et surtout à avoir un comportement exemplaire au volant. À Kinshasa, ultime étape de la tournée française du président Emmanuel Macron. Il a rencontré son homologue Félix Tshisekedi. Les deux chefs d'État ont tenu une conférence de presse consacrée à la crise dans l'est du pays qui oppose les rebelles du M23 à l'armée congolaise. Soyez les bienvenus sur RTI1. Ajouté à notre rendez-vous culturel de samedi, on évoquera le parcours atypique d'un jeune Ivoirien amoureux de l'art. Il développe cette passion après des études en finance. Brice Romaric Esso touche à tout, la photo, la peinture, le dessin, le design. Il s'intéresse surtout au design industriel, à la création de produits. Il donne sa touche et imprime sa marque. La sculpture en marbre n'a point de secret pour lui. Ses œuvres éblouissent et dominent les scènes lors des expositions. Mais d'où vient au juste ce talent? Arrive-t-il à vivre de son art? Quel avenir pour la sculpture dans notre pays? Brice Romaric Esso est notre invité de la page culture. Bonsoir Brice. Bonsoir Marie-Laure. Alors, vous faites partie aujourd'hui des sculpteurs de marbre reconnus en Afrique et ailleurs. Ce parcours, dites-moi, était-il prévu pour l'étudiant en finance que vous étiez avant de vous envoler pour les États-Unis? Ce parcours n'était pas nécessairement prévu, mais il est plus arrivé comme le destin au fil de mon parcours aux États-Unis et dans mon exploration et dans ma vie. On peut aussi mentionner le fait que j'ai grandi en Côte d'Ivoire, ici à l'intérieur du pays, avec un père géologue. Donc, le suivant dans ses missions, souvent en exploration, dans ses plantations, j'ai pu apprendre aussi très tôt la différence entre les minéraux, entre l'or et l'argent et tout, et comment ça pouvait être impliqué dans la vie de tous les jours. Et tout ça vous a influencé. Aujourd'hui, vous êtes un grand sculpteur de marbre. Vous nous partagerez dans quelques instants seulement votre passion pour l'art, cette passion qui vous anime et surtout votre histoire avec la sculpture de marbre dont vous êtes si fier. On se retrouve tout à l'heure. Restez pour le moment avec nous. On va partager ensemble cette joie puisque notre pays accueille ses ressortissants venus de Tunisie. La première vague est arrivée aujourd'hui, mais pas un vol affrété par le gouvernement ivoirien. Et ces Ivoiriens seront accueillis à l'INJS, l'Institut national de la jeunesse et des sports de Makori. Au total, 151 personnes y sont attendues, dont plus de 45 femmes. 3 bâtiments comprenant une cinquantaine de chambres ont été minutieusement préparés pour leur hébergement, le temps de rejoindre leur famille respectives. Les équipes du ministère de la Solidarité et de la Santé sont également mobilisées pour l'accompagnement psychologique et médical. On y reviendra tout à l'heure. Le ministre français de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire échange avec ses homologues en marge du Salon international de l'agriculture qui se tient à Paris. Le ministre d'État, Kobena Kwasi Adjoumani, et d'autres personnalités y ont pris part. Ils ont évoqué ensemble la sécurité alimentaire. Jean-Jacques Kwame est notre envoyé spécial en France. En rencontrant ce mardi tous ses homologues présents au Salon international de l'agriculture, SIA, le ministre français de l'Agriculture et de la souveraineté alimentaire, Marc Fesneau, a voulu montrer que l'agriculture est un secteur stratégique. Il a souligné la responsabilité des ministres pour développer des politiques agricoles et alimentaires fortes et ambitieuses pour accompagner la transition des systèmes alimentaires et répondre aux engagements de l'agenda 2030. L'objectif est d'assurer la sécurité alimentaire de nos populations.
Le chef de la délégation ivoirienne, Kwasi Adjoumani, a axé son intervention sur la maîtrise de l'eau. Autre point évoqué, la déforestation et l'interdiction du cacao provenant des forêts sur le marché de l'Union européenne. Même dans les forêts classées, nous avons décidé de planter des arbres dans les plantations qui s'y trouvent. C'est de cette seule façon que les productions qui en sont issues peuvent accéder au marché européen. Là-dessus, nous sommes en train de nous accorder avec le ministère des Eaux et Forêts pour faire de l'agroforesterie dans ces zones-là et même aller au-delà pour faire aussi de l'agroforesterie dans nos plantations villageoises qui sont dans des forêts reconnues comme telles et qui ne sont pas menacées par les mesures de l'Union européenne. Le chef de la délégation ivoirienne a terminé en invitant ses homologues au SARA, Salon de l'agriculture et des ressources animales, édition 2023, prévue en septembre prochain à Abidjan. Et il est aussi présent au Salon international de l'agriculture. Il s'agit du ministre des Eaux et Forêts, Laurent Tchagba, qui multiplie sur place les rencontres et les séances de travail. Il a échangé avec plusieurs personnalités, des échanges qui ont porté sur la politique forestière de notre pays, particulièrement la lutte contre les feux de brousse et la captation de carbone. Retour sur l'essentiel de cette rencontre avec notre envoyé spécial à Paris, Mamadou Kwasi. Pavillon 4 du Salon international de l'agriculture de Paris. Nous sommes au stand de l'ONEF, Office national des forêts de France. Le premier responsable de cette structure accueille le ministre Laurent Tchagba et sa délégation. Une présence en ces lieux pour discuter du partenariat dans la mise en œuvre de la politique forestière de la Côte d'Ivoire. Nous avons eu un échange très intéressant à propos des problématiques qui touchent toutes les forêts du monde, celles de la France comme celles de la Côte d'Ivoire, les problèmes de séquestration du carbone, de lutte contre le réchauffement climatique, de préservation des forêts et bien entendu l'Office national des forêts et sa filiale ONF International qui a déjà travaillé en Côte d'Ivoire sommes tout à fait intéressés d'approfondir notre collaboration. Deux autres projets importants de la lutte contre la déforestation ont été évoqués par le ministre des Eaux et Forêts et la partie française. Les feux de brousse en Côte d'Ivoire nous handicapent à hauteur de 1000 hectares de forêt par an, avec beaucoup d'autres dégâts matériels comme humains. Et nous pensons qu'avec l'aide de l'Office national des forêts, on devait pouvoir mieux adresser les problèmes avec leur concours et leur expertise. Deuxièmement, nous avons voulu, dans le cadre de la collaboration, bénéficier de l'expérience de l'Office national des forêts pour nous aider dans le domaine de la séquestration du carbone pour ne serait-ce que nous permettre d'être éloquents dans ce que nous faisons dans l'élaboration des conventions de concession avec les privés. Les sujets portant sur la gestion de l'eau en forêt et les nouvelles essences d'arbres contre le réchauffement climatique ont été également abordés. L'Office national des forêts de France gère environ 3 millions d'hectares de forêt et dispose d'une spécialité dans la sauvegarde du couvert forestier. Et loin de la France, ici à Abidjan, le ministère des Transports et la police nationale sensibilisent au respect du code de la route. Les automobilistes ont été instruits sur l'entrée en vigueur et le fonctionnement du permis à point. Ils ont été invités surtout à veiller au bon état de leur véhicule et surtout à avoir un comportement exemplaire au volant, nous rapporte Jean-Luc Bambo. Rond-point d'Anani à Port-Boué. Ce samedi matin, le barrage de police ici est particulièrement renforcé. Les agents de police sont en nombre plus important, sifflets aux lèvres, prospectus à la main. Ils sont en plein dans la sensibilisation des automobilistes. Tu dois rouler en ville à 50 km/h. Vous êtes toujours en tas. C'est ça que tu fais plus que ça. Voilà pourquoi le propriétaire de ton véhicule reçoit toujours des notifications. Parce qu'il y a des caméras installées ici dans la ville. Lorsque vous êtes en excès de vitesse, la caméra vous flash. Rappel des consignes d'usage, code de la route, mais également alcotest pour prévenir
toute cause d'incivisme et d'éventuels dommages sur cet axe particulièrement fréquenté les week-ends. Le rond-point d'Anani est l'un des 3 sites choisis pour effectuer les séances de sensibilisation prévues dans le district d'Abidjan, dans le cadre de la Semaine nationale de la sécurité routière. Nous continuons toujours de sensibiliser les automobilistes sur les différentes fautes et les différents dangers. Parce que quand nous constatons les fautes, nous sanctionnons, nous mettons également les véhicules en fourrière. Il y a également les contrôles de tests d'alcool-dose que nous faisons également à ces postes-là. À Koumassi, ce sont les chauffeurs de cette gare de taxis communaux qui ont été sensibilisés. Bon, c'est un show là, tu es obligé de rentrer dedans. Mais toi, ce que tu t'en vas faire, ça ne t'arrange pas, mais tu es obligé. Donc, ouais, mais on sait ça. Mais quand tu fais, tu sais, ça va être conscient aussi. En tout cas, ça nous fait plaisir, c'est bon. Et puis, ça a évité les accidents. En tout cas, ça nous fait du plaisir. Tout ce que l'État dit, nous on respecte tout. C'est à la Riviera Faya que cette journée de sensibilisation, supervisée par le ministère des Transports et le commissaire divisionnaire de police, Touré Abdul Kader, s'est achevée. Ces chauffeurs de minicar en piteux état ont purement et simplement été sommés de garer leur véhicule. Ce que vous avez vu en miniature, c'est ce qui se fait sur tout le territoire national. Ce que nous constatons qui revient de façon courante, il faut dire grand nombre d'usagers, de conducteurs de véhicules ou de véhicules sont dépourvus de ces instruments d'éclairage. Donc vous voyez des véhicules qui fonctionnent avec un phare ou soit il n'y a rien, derrière il n'y a rien. Donc c'est tous ces éléments-là que nous allons pendant cette semaine-là faire le suivi. Aujourd'hui, les comportements commencent à changer. La plupart des conducteurs que vous voyez dans la rue ont tous leur ceinture de sécurité. Il y a très peu, selon les rapports que nous avons eus de la première journée, il y a très peu que nous avons pris avec le téléphone au volant. Donc c'est déjà une source de satisfaction pour nous. Il faudra continuer en amplifiant, en consolidant ce qui est acquis et en amplifiant les actions sur le terrain. Lancée le 2 mars dernier à Yamoussoukro, la 2e édition de la Semaine nationale de sécurité routière s'achèvera le 10 mars prochain. Elle couvre toute l'étendue du territoire avec pour objectif de renforcer la sensibilisation et la répression en vue d'un changement de comportement et une réduction des accidents routiers. Voilà, la lutte contre le travail des enfants s'accentue aussi dans notre pays. Cette lutte reste une priorité pour les autorités ivoiriennes. Le ministère de l'Emploi et de la Protection sociale maintient la vigilance avec le concours de ses partenaires. Une conférence de haut niveau en collaboration avec l'Organisation internationale du travail, OIT, vient de se tenir ici à Abidjan et elle a permis aux différents acteurs de faire le point de certains projets en cours. Serge Kolia. Promouvoir le travail décent, renforcer la lutte contre les pires formes de travail et garantir une main-d'œuvre de qualité, c'est l'objectif de cette conférence de haut niveau initiée par l'Organisation internationale du travail et le ministère de l'Emploi et de la Protection sociale. Elle a réuni plusieurs intervenants, au nombre desquels la CGC, la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, la République fédérale d'Allemagne, les Pays-Bas et le Forum national de lutte contre la dette et la pauvreté. Nous avons dénombré 2 120 000 unités de production informelles en Côte d'Ivoire. Et nous sommes à la tâche pour les mettre en coopérative, en mutuelle, pour qu'effectivement leur chiffre d'affaires puisse croître et que leur mécanisme de gestion puisse être formel. Une des priorités de ces échanges est de favoriser l'émergence d'acteurs de promotion du travail décent. C'est la pauvreté, c'est la question économique qui est le facteur déterminant dans le travail des enfants, que ce soit en Côte d'Ivoire ou ailleurs. Donc tout ce qui peut contribuer à l'amélioration des conditions de vie contribue de facto à la réduction au risque d'utilisation de la main-d'œuvre infantile. Le gouvernement multiplie de son côté les stratégies. Le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale a relevé quelques actions fortes, notamment le régime social des travailleurs indépendants et la couverture maladie universelle. C'est le lieu pour moi, encore et toujours, de remercier Madame la Première Dame et son Excellence Monsieur le Président de la République pour toutes ces mesures qui visent l'amélioration des conditions de vie des producteurs et qui contribuent efficacement à la lutte contre le travail des enfants et à la durabilité des chaînes d'approvisionnement.
Adama Camara compte sur l'appui de l'OIT et de la République fédérale d'Allemagne. Le ministre engage également tous les partenaires à poursuivre leurs efforts. Là, nous partons pour l'Ouest ivoirien. Le tout nouveau siège flambant neuf du Conseil régional du Bafing a été inauguré, c'est à Touba, et donc ce siège vient d'être inauguré officiellement après sa présentation aux populations. En plus de l'inauguration de l'infrastructure, la première session ordinaire de l'exercice 2023 s'est tenue, nous explique F. Bouy. Pendant 2 jours, de nuit comme de jour, par des parades dans les rues, des rassemblements populaires, des concerts, des prières dans les mosquées, entre autres, les populations de la région du Bafing sont sorties nombreuses pour exprimer leur reconnaissance au président Alassane Ouattara. Une initiative de Mamadou Sanogo, président du conseil régional du Bafing. En une décennie de gouvernance, le Bafing a fait un bond qualitatif dans tous les domaines. Partout, dans tous les villages de la région du Bafing, il y a la lumière, il y a l'eau, il y a l'école, il y a l'électricité. Et le clou, c'est aujourd'hui le bitumage de l'As Ouaninou Touba, Carrefour Sawela, Ouaninou. C'est un ouf de soulagement. Ouaninou sera totalement désenclavé, c'est un carrefour important. On demande encore qu'il continue et les réalisations qu'il a pu réaliser à Touba, je pense que tout à fait normal qu'on lui dise merci et l'encourager à continuer. Surtout le bitumage de l'As Touba Ségala. Merci au président de la République pour tout ce qu'il fait d'abord pour la Côte d'Ivoire et en particulier pour le Bafing. Il reste encore à faire, mais ce qui est fait, nous lui disons merci. Merci pour la nomination de tous ces cadres. Merci pour les projets de développement qui sont en cours. Ces cérémonies d'hommage sont couplées avec l'inauguration officielle du tout nouveau siège du Conseil régional et la tenue de la première session ordinaire de l'exercice 2023. Nous sommes heureux qu'on dise partout aujourd'hui que le Bafing a le plus grand conseil régional et même le plus beau. Mais en réalité, ce n'est pas de notre fête, ce sont les fonds publics. Et ces fonds publics sont générés par la politique du président Alassane Ouattara. C'est bien pour cela que nous avons organisé des journées d'hommage et de reconnaissance à son endroit. Et donc nous espérons que pour les perspectives à venir, le Bafing va accélérer son développement. Des perspectives qui seront encore plus centrées sur le bien-être des populations en général et sur la jeunesse en cette année 2023, comme l'a décrété le chef de l'État. Voilà, une autre session ordinaire pour l'année 2023, c'est celle du Conseil régional du Gontougo qui s'est tenue dans la sous-préfecture d'Assuéfri. Et cette session a enregistré l'ensemble des conseillers régionaux. Le ministre d'État, Kobena Kwasi Adjoumani, y a pris part et il a invité toutes les populations à la paix et à l'union. Pour cette première session ordinaire de l'année 2023 du Conseil régional du Gontougo délocalisé à Assuéfri, le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Kobena Kwasi Adjoumani, président élu du Conseil, a tenu à être présent. C'est donc en sa présence et celle des populations venues nombreuses que les membres du Conseil ont adopté à l'unanimité le compte administratif du Conseil régional. Le bilan de cette année, quand on a fini la gestion, c'est 133 millions d'excédents au niveau du fonctionnement. On appelle ça fonds de réserve ordinaire. Quand il y a écart là-bas, et un écart positif, ça montre que c'est preuve de bonne gestion. Ce résultat, en concordance avec les comptes de la PRI, est le signe de la bonne gestion de l'équipe dirigeante régionale au cours de l'exercice 2022. Une soixantaine de projets ont été exécutés pour une amélioration substantielle des conditions de vie des populations. Il s'agit entre autres de construction d'écoles, de logements de maîtres, d'une brigade de gendarmerie, de centres de santé, d'adduction d'eau potable, des actions de prise en charge scolaire et bien d'autres actions sociales. Pour le ministre d'État Kobena Kwasi Adjoumani, ces résultats doivent donner aux fils et aux filles de la région à soutenir les actions du Conseil régional, mais aussi à œuvrer pour des élections municipales et régionales apaisées. Ce sont plus de 800 millions de francs CFA qui ont été injectés dans le département de Transua. Rien comme le développement ne peut s'obtenir si nous sommes dans la division. Et nous avons intérêt à nous mettre ensemble pour encourager le président
à nous aider à avancer. Le préfet du département des Transua, Gbangbo Kwadjo, au nom du préfet des régions, a salué la tenue de cette session dans sa circonscription administrative en exhortant les conseillers régionaux à une plus grande collaboration pour l'animation de cet outil de développement. Voilà, au Burkina Faso se tient le FESPACO et notez que le talon d'or de Yenega est connu. Il a été attribué au Tunisien Youssef Chebi pour son film Ashkal et notre compatriote également et talon d'or de Yenega en 1993, Nyuambala a été immortalisé hier vendredi. On va maintenant parler de cette autre actualité toujours au Burkina Faso concernant le MICA qui est promu et les produits culturels sont promus sur place. On nous rapporte notre envoyé spécial Issa Yeo. Basé au siège du FESPACO, le marché international du cinéma et de l'audiovisuel africain, MICA, permet aux producteurs, distributeurs, diffuseurs et porteurs de projets de se rencontrer et de vendre leurs films. Ouvert dimanche, les professionnels du secteur du cinéma ne ratent pas l'occasion de valoriser leur structure et produits culturels. Le CERAB Afrique est un instrument qui fait la promotion des arts vivants. Parmi donc les missions dévolues au centre, c'est le renforcement des capacités des praticiens de la culture. Et c'est ce que nous faisons à travers donc la mise en réseau d'un certain nombre d'acteurs pour les rendre encore plus professionnels, plus compétitifs et plus créatifs. Notre présence ici marque la sélection de nos films d'école dans la compétition film d'école au sein du FESPACO, dont l'étudiant David Efali Kwame, le film a été sélectionné, le film c'est Sauvetage, qui fait partie de la compétition film des écoles. Ce marché est aussi une occasion pour donner de l'intérêt aux archives. On est un fonds d'archives fondé en 2020, basé à Dakar, avec l'idée et avec comme but en fait, de récupérer des archives privées, photographiques, documents, papier, mais aussi travailler dans le reconditionnement, sauvegarde, conservation et surtout valorisation de ce patrimoine immense. La CEDEAO et plusieurs autres organisations régionales sont également présentes au MICA. Au-delà de l'industrie, de l'apport économique et de la place de la culture dans les économies à construire, la culture joue aussi un rôle déterminant dans le projet de société que nous voulons bâtir pour un espace commun, une CEDEAO des peuples, parce que nous avons en charge aussi les jeunes et les femmes. Et il nous faut inscrire dans la conscience des populations, des jeunes comme des femmes, cette idée d'une Afrique unie, d'une sous-région unie, parce que ce n'est que dans ce projet-là commun que nous trouverons le destin qui est le nôtre. Rappelons que c'est en 1983 que le MICA a été instauré dans le programme du FESPACO. Et la bonne humeur, c'est sur RTI 1. L'équipe de production de Bonjour et les humoristes poursuivent donc leur tournée à l'intérieur du pays. Et c'est la ville de Toumoudi qui était à l'honneur. Les humoristes sur place ont distillé par leur savoir-faire la bonne humeur. Le stade de Toumoudi, ville située au centre de la Côte d'Ivoire de la région du Bélier, bon de deux mondes. C'est que, pour la troisième fois, les humoristes de l'émission Bonjour de la RTI ont sorti le grand jeu à l'occasion du Bonjour Tour 2023. Des humoristes qui ont réussi à apporter le sourire au public qui a effectué nombreux le déplacement. Mon petit frère, il a pris une nouvelle chose comme ça, nouveau, et puis il marche. On a vu goudron, on a vu un endroit où il y a plus de goudron. Et puis on peut s'asseoir, il dit Jésus. Il me haït, il dit non, laisse que j'ai. Quand il a fini d'enlever Jésus, son pied a tapé quelque chose. Il dit heureusement qu'il a enlevé Jésus. Sinon, ça laisse gâter. Bonjour Toumoudi, c'est l'œuvre depuis 3 ans de la ministre-gouverneur, Dr Raymond Goudou Kofi, que je demande d'applaudir très fort. Oui, aujourd'hui, 16 ans
de bonjour. Et nous sommes là, ici encore, à Tomodi. Le directeur général de la RTI, M. Fosseni Dambélé, veut vous dire merci. C'est une marraine heureuse d'accueillir cette émission humoristique de la radio-télévision ivoirienne qui a invité les populations à cultiver l'amour et l'unité entre les différentes communautés de Tomodi. Non, sans saluer la RTI pour l'initiative. Je voudrais vraiment vous remercier pour ces moments de bonheur que vous nous permettez d'avoir. Merci au DG de la RTI. Tout le monde est venu pour la RTI. Parce que bien sûr, Bonjour 2023, c'est devenu une affaire de famille en Côte d'Ivoire. Je souhaite une excellente soirée de détente, de rire. Et vraiment, tordez-vous de rire parce que je sais que la brochette qu'on va nous proposer sera une brochette d'excellence. Le message de la ministre-gouverneur Raymond Goudou Kofi, bien perçu par les populations qui n'ont pas manqué de lui témoigner leur gratitude. Elles se réjouissent de la qualité des prestations des humoristes. C'est avec beaucoup d'allégresse que la marraine Raymond Goudou Kofi a annoncé aux jeunes, aux femmes, aux élus et cadres de la région le retour des bonjours l'année prochaine à Tomodi. Il a donné une seule phrase à Abou. Il a dit hier ils ont arrêté le voleur. Il faut mettre cette phrase au futur. Abou dit demain il va en prison. Et dans cette belle ambiance, on prie pour notre pays. Justement, l'ambassadeur du Maroc en Côte d'Ivoire a remis les clés de la grande mosquée de Yamoussoukro, réhabilitée par le roi Mohamed VI du Maroc. Le ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME, Souleymane Derassouba, a témoigné la reconnaissance du gouvernement et la communauté musulmane. Charles Tatou. 1963-2023, cela fait 60 ans que la communauté musulmane de Yamoussoukro dispose d'une mosquée digne du nom, dénommée la Grande Mosquée de la Paix. L'édifice religieux vient de connaître des travaux de réhabilitation avec la construction de 2 bâtiments annexes, dont de Sa Majesté Mohamed VI, roi du Maroc. La remise des clés, une cérémonie qui marque également la célébration du 60e anniversaire de la dite mosquée, a fait appel aux autorités du COSIM, aux responsables des cultes et à l'ambassadeur du Maroc en Côte d'Ivoire. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a lui-même dit « Quiconque vous fait une faveur, récompensez-le. Si vous ne trouvez pas quelque chose pour le récompenser, priez pour lui. » Cette remarquable réalisation du Royaume du Maroc, gracieusement mise à la disposition de la communauté musulmane de Yamoussoukro et de la Côte d'Ivoire, lui fournira tous ses instruments de son plein accomplissement. Monsieur l'ambassadeur, qu'il vous plaise de transmettre une fois de plus toute la reconnaissance et l'amitié de son Excellence le président Alassane Ouattara envers le grand peuple du Maroc et son roi. La mosquée de la Paix, construite dans les années 60, est aujourd'hui entièrement réhabilitée, non seulement pour perpétuer la magnificence de cet édifice historique et sa symbolique iconique de notre amitié, mais aussi pour souligner avec emphase l'engagement du Royaume du Maroc aux côtés de la République de Côte d'Ivoire sur la voie de l'émergence à tous les niveaux. Le ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME et plusieurs autres personnalités du pays n'ont pas boudé la remise des clés, doublée de la célébration des 60 ans de la Grande Mosquée de la Paix, témoignant la reconnaissance du gouvernement et des fidèles musulmans de Yamoussoukro aux donateurs. Cette mosquée a été rénovée de façon très approfondie, de telle sorte qu'il ressemble aujourd'hui à une mosquée neuve, là, avec l'ajout de certains annexes qui permettent à l'ensemble de la communauté musulmane de Yamoussoukro de prier dans les meilleures conditions possibles. Je ne peux que saluer et prier pour leurs héritiers, le président de la République, Alassane Ouattara, et le roi Mohamed VI, Dieu l'assiste, qui ont continué leur œuvre. Échange des dons et visites guidées des bâtiments nouvellement construits et réhabilités ont marqué la célébration.
Voilà, retenons aussi dans l'actualité nationale que la Côte d'Ivoire, notre pays, accueille ses ressortissants venus de Tunisie. La première vague est arrivée ce samedi par un vol affrété par le gouvernement ivoirien. Et ces Ivoiriens, notez-le, seront identifiés et recensés par l'ONESI, puis bénéficieront de tous les programmes de réinsertion socio-professionnelle mis en place par le ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du service civique. Comme vous le voyez sur ces images, le Premier ministre Patrick Achi était à leur accueil, ainsi que la ministre d'État Kandia Camara, que je vous propose d'écouter à présent. Ce sont des sentiments de joie. Et je voudrais remercier le Premier ministre qui était là avec plusieurs membres du gouvernement et la représentante de la CEDEAO. Donc nous sommes très heureux d'accueillir ce soir le premier groupe de nos compatriotes qui ont volontairement décidé de revenir chez eux en Côte d'Ivoire à la suite des événements malheureux qui ont eu lieu en Tunisie. Ceux qui sont arrivés ce soir sont au nombre de 145 personnes, dont 45 femmes. Et nous avons quelques enfants, je crois 5 enfants. Et donc nous sommes très heureux. Voilà, les Ivoiriens arrivés donc de Tunisie seront accueillis à l'INJS, l'Institut national de la jeunesse et des sports de Makori. Vous l'avez entendu, au total 145 personnes y sont attendues, dont plus de 45 femmes. Et 3 bâtiments comprenant une cinquantaine de chambres ont été minutieusement préparés pour leur hébergement, le temps de rejoindre leurs familles respectives. Les équipes du ministère de la Solidarité et de la Santé sont également mobilisées pour l'accompagnement psychologique et médical. On note par ailleurs la présence des agents du ministère de la Jeunesse et de l'Insertion professionnelle afin d'étudier les possibilités d'insertion professionnelle de nos compatriotes revenus au pays. Je vous propose d'écouter à présent le directeur général de l'INJS, Habib Sanogo. C'est au micro de Khalil Dioumandi. Dans le cadre donc, de l'accueil de nos compatriotes qui donc, sont revenus de Tunisie, nous avons pris les dispositions au niveau de l'Institut national de la jeunesse et des sports pour pouvoir accueillir ces compatriotes-là. Et donc 3 bâtiments pour ce premier vol sont donc dédiés donc à ces personnes. On a un bâtiment spécialement dédié aux dames et aux enfants et un bâtiment donc aux hommes et aux jeunes garçons. Il y a des chapiteaux, des bâches qui sont donc pour les accueils. Ensuite, ils auront une collation suivie donc du repas. Nous avons le ministère de la Santé qui a un dispositif, le ministère de la Promotion de la Jeunesse qui a aussi un dispositif, le ministère des Affaires étrangères qui a un dispositif, ainsi que le ministère de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté. Ces ministères-là, dans une synergie, en tout cas, ont mis le dispositif en place pour pouvoir faire l'accompagnement psychosocial de ces personnes et également leur prise en charge sanitaire au cas où nous avons donc une urgence. Voilà, hors de la Côte d'Ivoire, Kinshasa, ultime étape de la tournée africaine du président Emmanuel Macron. Il a rencontré son homologue Félix Tshisekedi. Les 2 chefs d'État ont tenu une conférence de presse consacrée à la crise dans l'Est du pays qui oppose les rebelles du M23 à l'armée congolaise. Un cessez-le-feu en cours de négociation est annoncé pour le 7 mars par les 2 chefs d'État. Et nous sommes samedi, place à l'instant culture de ce 20h. On en arrive à l'entretien avec notre invité de la page culture et je vous retrouve avec plaisir Brice Romaric Kesso, l'étudiant en finance, devenu aujourd'hui grand sculpteur de marbre. Vous nous parlerez de votre passion pour cet art. Mais avant, vous allez nous introduire ce soir donc, dans l'univers des sculpteurs, précisément les sculpteurs de marbre. Comment on les définit? Les sculpteurs de marbre, on les définit un peu comme des maçons parce que ce sont les mêmes personnes qui sculptaient les pyramides, les basiliques. Donc on est plus comme des maçons, mais concentrés sur la pierre. Donc on fait des gargouilles, des formes et tout. Donc c'est une tradition qui est partie de l'Afrique, qui est arrivée en Occident et qui est restée. Aujourd'hui, j'essaie de ramener cette tradition en Afrique. Particulièrement en Égypte? Non, dites-nous un peu l'histoire. L'histoire qui vous passionne. Donc, c'est-à-dire que déjà, au niveau de l'histoire même de l'humanité, on parle de l'âge de la pierre polie et l'âge de la pierre taillée
pour déterminer nos différents niveaux d'évolution. Donc moi, j'ai été passionné par ce côté de la sculpture là parce que c'est l'étude de la forme. C'est l'étude de comment est-ce que la forme entre en jeu dans la matérialité du monde. Donc comment est-ce qu'un objet est fait, est fabriqué, est conçu. Et c'est de ça que part en fait toute l'évolution humaine, toute notre civilisation. Donc un grand point, c'était au niveau de l'Égypte. Au niveau des pyramides, on a eu une expression de la construction africaine, de la façon dont l'homme avait dompté la matière, dont la pierre. Et après, il y a eu l'Italie avec les grands monuments. Et on continue jusqu'aujourd'hui d'utiliser le marbre, mais spécifiquement pour l'art et l'architecture. D'accord. Alors, vous apprenez le métier aux États-Unis, vous en êtes fasciné. Comment la passion pour la sculpture s'est-elle imposée aux finances que vous avez apprises ici en Côte d'Ivoire? La passion pour la sculpture, elle est née un peu par surprise. Parce que j'ai commencé, en fait, j'ai toujours un peu cherché à m'exprimer, à me démarquer, à me faire voir d'une certaine manière ou d'une autre, me faire valoir en quelque sorte, parce que c'est la valeur le plus important pour moi. Et j'ai observé plusieurs personnalités et chacun avait quelque chose à apporter au monde. Et je me suis demandé à mon niveau, à mon petit niveau, qu'est-ce que je pouvais apporter au monde dans lequel je vis, à mon ère. Et j'ai commencé par la musique. Ça n'a pas été ce que je pensais. Après, j'ai fait la photo, je suis retourné au dessin. Pourtant, vous appreniez l'économie, mais ça n'empêchait pas que vous fassiez la photographie, le dessin. Alors, comment on explique ça? Parce que je pense un peu à l'art aussi de façon un peu professionnelle et financière en quelque sorte. C'est-à-dire que l'art, c'est une activité de divertissement, donc c'est une activité économique. Donc j'essayais de faire le parallèle entre ce que j'apprenais en classe et ce que je pouvais faire dans le monde réel. Parce qu'on apprend des formules, mais il faut Il n'y avait pas de rupture pour vous? Non, pas vraiment. En fait, puisque à l'université, même à l'université de Grand Bassam ici, il y avait des activités extrascolaires comme la chorale. J'ai participé à créer la chorale à UGB ici. Et ensuite, aux États-Unis, j'ai intégré des groupes de L'art, on peut conclure ainsi. Oui. Et moi, je vous demande pourquoi le choix du marbre? Le marbre, pourquoi parce pas que... le bois sculpté, par exemple? Même vous choisissez le marbre. Mais le marbre, c'était dès le départ, comme je parle de valeur. C'est-à-dire que l'art africain n'a pas le positionnement qu'on peut penser au niveau international. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des tableaux, des peintures qui se vendent à des milliards de francs CFA. Mais si l'on cherche quelle est l'œuvre la plus appréciée au niveau de l'art africain, on aura une petite statuette de 400 ans dont on ne connaît même pas l'auteur. C'est-à-dire que l'art contemporain africain n'est pas apprécié à sa juste valeur. Donc pour moi, le marbre, c'est un peu la façon de produire une œuvre qui a une valeur intrinsèque directe. D'accord. Alors, votre parcours assez atypique et inspirant a attiré l'attention d'un de nos confrères, certainement que vous connaissez, Michel Digré, un autre amoureux de la culture. Il évoque votre art. On va suivre ensemble, vous voulez bien? Oui. Et on en reparle. New York, place tournante de la création et du marché des arts. C'est dans cette mégalopole que Brice Esso, jeune Ivoirien diplômé en économie, a décidé de se reconvertir dans le domaine de l'art. Il excelle aujourd'hui dans la sculpture. Diplômé de l'Académie d'art de New York, ses œuvres sont exposées dans des galeries d'art à travers le monde. Brice Esso s'est spécialisé dans la sculpture du marbre et l'Italie, avec ses importantes carrières, lui a ouvert ses bras. C'est ici qu'il pratique son art, grandeur nature, des œuvres qu'il réalise pendant de longues heures de travail. Installé aujourd'hui à Abidjan, Brice Esso vit sa passion, multiplie les créations et ajoute d'autres cordes à son art, la haute couture et les accessoires de mode. Après la photographie, la peinture, la musique, la sculpture et la mode, bien malin qui prédira ce que nous réserve cet économiste ivoirien diplômé de Georgia State University à Atlanta.
Et cet économiste est devenu un grand sculpteur de marbre. Finalement, vous faites tout. Vous dites quoi? La sculpture vous amène à tout, vous ouvre toutes les portes au niveau de la culture? La sculpture est un peu comme une introduction pour moi. En fait, dès que je suis rentré dans la sculpture, c'est comme si je suis sorti du cadre du tableau, des 2D, les 2 dimensions. Donc, je suis rentré dans la réalité avec des objets, des sculptures. Et au fur et à mesure, je change de médium. Donc, je passe au tissu, au métal, même au bois bientôt. Et c'est la sculpture qui vous inspire. Oui. Alors, vous imprimez votre marque à toutes vos créations pour vous distinguer des autres. À quoi consiste votre travail au juste? Quand vous êtes devant, par exemple, là, c'est une table, vous m'avez dit, vous pouvez bien sculpter cette table-là avec du marbre. Comment vous faites? Je procède... En 1 minute seulement, décrivez-nous votre travail. Mon travail en 1 minute serait l'étape. Déjà, la première étape, c'est d'établir l'idée sur laquelle on va travailler. Ensuite, on fait une maquette. Donc, la maquette peut être faite en argile ou en styrofoam, en polystyrène en français. Et ensuite, il y a deux techniques. Donc, il y a la technique traditionnelle qui serait maintenant d'utiliser une machine à point ou d'utiliser la trigonométrie et de sculpter l'objet, ou d'utiliser un robot avec le scanning 3D et puis le milling, robotic milling, donc la sculpture assistée par robot. On a envie d'aller dans votre atelier pour bien suivre tout ça. Qu'est-ce qui vous inspire la plupart du temps? Les thèmes que vous développez? On vous appelle sculpteur de bébés. Vous les savez? Oui. Qu'est-ce qui vous inspire? En fait, les bébés ce ne sont même pas des bébés, je les appelle les migrants. Parce que ce sont des autoportraits psychologiques où je cherche un peu mon identité, comme un bébé qui vient de naître et qui a un éveil dans son corps et qui se demande en fait qui il est. Parce qu'au fil de mon éducation, du lycée classique à UGB aux États-Unis, c'est lorsque j'ai pris une certaine distance de recul et j'ai interagi avec des gens d'un peu partout que je me suis rendu compte ce qu'était peut-être un Africain. Mais je n'avais pas de définition. Et c'est un peu toute cette recherche identitaire de qui je suis en tant qu'Africain, parce qu'aujourd'hui je suis ivoirien, mais est-ce que ça aurait été le cas 100 ans avant, un siècle avant? Donc c'est tout ça que j'essaie de mettre ensemble et je communique ça à travers ce art-là qui puisse respirer l'air d'aujourd'hui. D'accord. Et votre travail a conquis plus d'un lors de vos expositions, mais ça n'a pas été facile quand vous étiez étudiant pour convaincre vos professeurs qui ne croyaient pas en vous. En 30 secondes. Oui, ce n'était pas très facile parce que même au niveau du marbre, je suis rentré à l'Académie d'art de New York, New York Academy of Art. J'étais le premier Ivoirien, j'avais fait de la photo et un peu de dessin, mais je rentrais en master pour la sculpture. D'accord. Vos œuvres se vendent ou bien c'est juste pour des expositions, ça se vend bien? Oui. Vous ne regrettez pas d'être venu vous installer ici? Non, je ne regrette pas. Parce que là-bas, vous avez plusieurs contrats, mais vous choisissez votre pays. Je continue de travailler là-bas, mais je suis concentré ici parce qu'on a beaucoup à explorer et à présenter ici. Merci beaucoup. Merci d'avoir été notre invité de la page culture, de nous avoir partagé votre passion pour l'art, cette passion qui vous dévore, vous l'avez dit. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. Merci également à vous de nous avoir suivis. Quand la passion pour l'art nous dévore, le talent s'extériorise et distille des pétales de bonheur. L'art nourrit et enrichit, ne l'éteignons donc pas. Soyons des passionnés comme notre invité, Brice Esso. Merci de nous avoir suivis. À demain 20h.